Bonsoir, cher auditeur, et bienvenue dans notre havre de paix historique. Alors que le monde moderne s'estompe autour de vous, je vous invite à vous installer confortablement, à fermer doucement les yeux si vous le souhaitez, et à vous préparer pour un voyage apaisant à travers les brumes du temps. Cette histoire est conçue pour vous offrir un moment de détente, pour calmer votre esprit et peut-être même vous accompagner vers un sommeil paisible, bercé par les échos lointains de notre passé médiéval. J'aimerais savoir d'où vous nous écoutez ce soir et à quel moment de la journée vous avez choisi de vous joindre à nous. Partagez votre coin du monde dans les commentaires, car c'est toujours un plaisir de voir notre communauté d'amoureux d'histoire se rassembler, unis par la curiosité pour les récits d'autrefois. Si ces voyages dans le temps vous apportent sérénité et fascination, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures explorations historiques, conçues pour apaiser votre esprit tout en nourrissant votre imagination. Maintenant, laissons les préoccupations contemporaines s'évanouir comme la brume matinale. Fermons les yeux sur notre époque et ouvrons-les sur un monde où l'acier, l'honneur et le courage forgeaient le destin des hommes. L'aube se levait à peine sur le château de Hautemont, ses premiers rayons caressant les pierres grises de la forteresse qui dominait la vallée depuis plus de 2 siècles. Dans la cour intérieure, encore enveloppée des ombres de la nuit, le jeune Thomas, 14 ans à peine, frissonnait dans l'air glacial du matin. Ses mains rougies par le froid s'activaient déjà sur l'armure de son maître, le seigneur Gérard de Montfort. Chevalier redouté dont le visage portait l'histoire de 20 années de bataille sous la forme d'une longue balafre qui lui traversait la joue gauche jusqu'à la commissure des lèvres. « Plus vite, garçon !» grommela le vieux chevalier en observant son écuyer d'un œil critique. « Le soleil ne t'attendra pas, et moi non plus. Un écuyer qui ne peut préparer son maître avant le chant du coq ne mérite pas de porter l'épée un jour. » Thomas acquiesça en silence, redoublant d'efforts pour polir le haubert de maille. Voilà 3 ans qu'il servait sire Gérard, 3 années de labeur incessant, de nuits trop courtes et de journées interminables. Fils cadet d'un petit seigneur des terres voisines, il avait été envoyé comme écuyer à l'âge de 11 ans, quittant le confort relatif du foyer familial pour apprendre le dur métier des armes. Ses doigts, autrefois délicats, étaient maintenant couverts de cales, témoin silencieux des innombrables heures passées à manier l'épée d'entraînement, à panser les chevaux, à nettoyer les armes et à servir son maître à table. Le seigneur Gérard s'approcha en boitant légèrement, séquelle d'un coup de hache reçu lors du siège de Montlhéry 5 hivers plus tôt. « Aujourd'hui, nous verrons si tu as le cœur aussi solide que tu le prétends, » dit-il en saisissant une épée d'entraînement. « Prends ton arme, et montre-moi ce que valent ces bras qui tremblent comme feuilles au vent. » Sans attendre que Thomas soit pleinement prêt, le chevalier rabattit son épée de bois dans un sifflement. L'écuyer para de justesse, le choc remontant douloureusement le long de ses bras jusqu'à ses épaules. « Un ennemi ne t'annoncera jamais son attaque, » rugit Gérard en enchaînant les coups avec une vigueur surprenante pour son âge. « Il frappera quand tu auras soif, quand tu seras épuisé, quand tes yeux se fermeront de fatigue. » L'entraînement se poursuivit sans merci alors que la cour s'animait peu à peu. Les serviteurs vaquaient à leurs occupations, jetant parfois un regard compatissant vers le jeune, écuyer dont la tunique était maintenant trempée de sueur malgré le froid mordant. Thomas encaissait les coups, tentait des ripostes maladroites, tombait et se relevait sous les ordres impitoyables de son maître. « Debout, garde haute ! Frappe comme si ta vie en dépendait, car un jour, ce sera le cas. » À midi, alors que le soleil avait enfin réchauffé les pierres de la cour, Thomas s'effondra, les jambes coupées par un balayage habile du vieux chevalier. Il resta là, haletant, fixant le ciel d'un bleu limpide, son corps n'étant plus que douleur. À sa grande surprise, le seigneur Gérard lui tendit la main pour l'aider à se relever. « Tu as progressé, garçon, » dit-il avec ce qui ressemblait presque à de l'approbation. « Peut-être feras-tu un chevalier acceptable si les Anglais ne t'éventrent pas avant. » Ces rares compliments valaient tous les trésors du royaume pour Thomas.
Il suivit son maître vers la grande salle où le repas de midi attendait. En chemin, ils croisèrent Père Mathieu, l'aumônier du château qui préparait la chapelle pour une cérémonie spéciale. « Sire Gérard, le seigneur de Hautemont vous fait savoir que l'adoubement de son fils aura lieu demain à l'aube, » annonça le prêtre en inclinant respectueusement la tête. Thomas sentit son cœur s'accélérer. Un adoubement. Rares étaient les occasions d'assister à ce rituel sacré qui transformait un écuyer en chevalier. Il observa discrètement son maître, se demandant quand viendrait son tour, si jamais ce jour arrivait. Le seigneur Gérard surprit son regard et esquissa un sourire énigmatique qui creusa davantage sa cicatrice. « Patience, » murmura-t-il, pour que seul Thomas l'entende. « Chaque épée doit être forgée avec soin, ou elle se brisera au premier combat. » La journée suivante se leva dans une atmosphère solennelle. Dès l'aube, Thomas aida son maître à revêtir sa plus belle tunique et son manteau d'apparat. La chapelle du château était illuminée de centaines de cierges, leur lumière vacillante dansant sur les visages graves des chevaliers assemblés. Le jeune Roland, fils du seigneur de Hautemont, avait passé la nuit en prière, vêtu d'une simple tunique blanche, symbole de pureté. Thomas l'observait avec un mélange d'envie et d'admiration depuis le fond de la chapelle. La cérémonie commença par les prières, longues et solennelles, puis vint le moment que tous attendaient. Roland s'agenouilla devant son père, tête baissée. Le vieux seigneur dégaina lentement son épée, cette même lame qui avait défendu le royaume lors de 3 croisades. « Au nom de Dieu, de Saint Michel et de Saint Georges, je te fais chevalier, » prononça-t-il d'une voix forte qui résonna sous les voûtes de pierre. L'épée plate toucha l'épaule droite de Roland, puis la gauche, avant que son père ne lui donne la collée, c'est cette gifle symbolique qui serait le dernier affront qu'un chevalier pourrait recevoir sans y répondre. Thomas retint son souffle lorsque Roland se releva, transformé aux yeux de tous. Les écuyers apportèrent alors les éperons dorés, la ceinture de chevalier et enfin l'épée bénie. Je jure devant Dieu et ses témoins de protéger les faibles, de défendre l'Église, d'être loyal envers mon suzerain et de ne jamais fuir devant l'ennemi, déclara le nouveau chevalier d'une voix claire mais tremblante d'émotion. Après la cérémonie, alors que les festivités commençaient dans la grande salle, Thomas fut surpris de voir son maître l'entraîner à l'écart. « Regarde bien ce que tu as vu aujourd'hui, » lui dit le seigneur Gérard en posant une main lourde sur son épaule. « Ces serments ne sont pas de vaines paroles. Chaque promesse prononcée est une chaîne invisible qui te liera jusqu'à ta mort. La chevalerie n'est pas faite de tournois et de chansons, mais de sang, de boue et de loyauté jusqu'au dernier souffle. » Les jours suivants prirent une tournure inattendue lorsqu'un messager arriva au galop, porteur de nouvelles graves. Le roi appelait ses vassaux aux armes pour repousser une incursion ennemie sur les marches du royaume. La forteresse s'anima soudain d'une activité fébrile. Dans la forge, les marteaux frappaient l'enclume jour et nuit, réparant haubert et haume, affûtant lames et pointes de lance. Thomas ne dormait presque plus, courant de la sellerie aux cuisines, des armureries aux écuries. « Vérifie chaque maille », lui ordonna le seigneur Gérard, alors qu'ils inspectaient ensemble son équipement de guerre. « Une seule défaillance, et c'est la mort qui t'attend. » Le vieux chevalier parlait d'expérience, sa balafre en était la preuve vivante. « Cette cicatrice, dit-il en suivant du doigt la ligne blanchâtre qui déformait son visage, je la dois à un haubert mal entretenu. La maille a cédé sous le coup, et seule la grâce de Dieu m'a permis de survivre pour te le raconter. » La veille du départ, Thomas accompagna son maître à la chapelle. Dans la pénombre parfumée d'encens, le seigneur Gérard s'agenouilla pesamment, son corps marqué par les années de combat protestant contre ce geste d'humilité. « Prie avec moi, garçon, » murmura-t-il d'une voix inhabituellement douce. « Demain, nous chevaucherons vers l'incertain, et seul Dieu sait qui reviendra. » Cette nuit-là, allongé sur sa paillasse dans la chambre attenante à celle de son maître, Thomas ne trouva pas le sommeil.
Par la petite fenêtre, il contemplait les étoiles, ces mêmes astres qui avaient guidé des générations de chevaliers avant lui. Il pensait à Roland, si fier dans son armure neuve, prêt à prouver sa valeur. Il pensait au seigneur Gérard, dont le corps portait les marques de tant de batailles. Et il se demandait, le cœur serré par une angoisse qu'il n'osait avouer, s'il serait à la hauteur quand viendrait son tour de porter l'épée et de charger vers l'ennemi sous la bannière de son seigneur. L'aube se leva, grise et froide, sur la plaine où les deux armées se faisaient face. Thomas, le cœur battant à tout rompre sous sa cotte de mailles trop grande, se tenait derrière le seigneur Gérard, tenant fermement les rênes de son destrier. Autour d'eux, des centaines de chevaliers s'alignaient en formation, leurs armures captant les premiers rayons du soleil levant. Le silence était presque complet, rompu seulement par le hennissement des chevaux et le cliquetis métallique des équipements. « Écoute bien, garçon », murmura le seigneur Gérard en ajustant son haume. « Reste en arrière avec les écuyers. Si je tombe, tente de récupérer mon épée, mais ne te mets pas en danger inutilement. » Ses yeux, visibles à travers la fente de son casque, étaient d'une clarté inhabituelle. Thomas hocha la tête, incapable de parler tant sa gorge était serrée. Un corps retentit au loin, son appel lugubre se répercutant sur toute la ligne de front. Le seigneur Gérard enfourcha son destrier d'un mouvement que l'âge n'avait pas encore alourdi. Tout autour, les chevaliers abaissèrent leurs visières et empoignèrent leurs lances. Thomas recula de quelques pas, rejoignant le groupe des écuyers et des pages qui observaient, fascinés et terrifiés. Un deuxième corps sonna, plus proche cette fois. Les bannières claquèrent dans le vent matinal, puis vint le troisième appel, et ce fut comme si la terre elle-même se mettait en mouvement. Les destriers s'élancèrent d'abord au trot, puis au galop, leurs sabots martelant le sol avec une violence qui fit trembler la plaine entière. Thomas vit le seigneur Gérard, lance pointée vers l'avant, chargé aux côtés de Roland, dont l'armure neuve étincelait. La ligne de chevaliers formait un mur de fer et de détermination, avançant inexorablement vers l'ennemi qui chargeait également à leur rencontre. Le bruit était assourdissant. Hennissements, cris de guerre, cliquetis d'armure et le grondement sourd de centaines de sabots frappant la terre. Puis vint l'impact. Le choc des deux armées fut si violent que Thomas en ressentit l'onde jusqu'au fond de ses entrailles. Les lances se brisèrent contre les boucliers dans un fracas de tonnerre, projetant des éclats de bois dans toutes les directions. Des hommes et des chevaux tombèrent, écrasés par la force de la collision. D'autres continuaient leur charge, passant par-dessus les corps. En quelques instants, l'ordre parfait des lignes se transforma en un chaos indescriptible, où amis et ennemis se confondaient dans une mêlée sanglante. À quelques centaines de pas de là, Guillaume, un jeune paysan de 16 ans réquisitionné comme archer, observait la scène avec horreur. Jamais il n'aurait imaginé pareille violence. 3 jours plus tôt, il travaillait encore au champ lorsque les hommes du Seigneur étaient venus chercher tous les hommes valides. On lui avait mis un arc entre les mains, lui expliquant sommairement comment viser. « Tire sur ceux qui n'ont pas nos couleurs », lui avait-on dit simplement. « Préparez-vous » cria le capitaine des archers. Guillaume sortit maladroitement une flèche de son carquois, ses doigts tremblants peinant à la positionner correctement. « Visez haut !» Les archers levèrent leurs arcs. « Tirez !» Une volée de flèches s'éleva dans le ciel, dessinant une courbe mortelle avant de retomber sur la mêlée. Guillaume ne put voir où sa flèche était tombée, mais il entendit les cris qui suivirent. Il se força à prendre une autre flèche, luttant contre la nausée qui lui montait à la gorge. Au cœur de la bataille, le seigneur Gérard avait perdu sa lance et combattait maintenant à l'épée. Son destrier, dressé pour la guerre, piétinait et mordait les ennemis qui s'approchaient trop près. Thomas vit Roland, désarçonné mais toujours debout, se défendre contre 2 hommes à pied. Plus loin, un chevalier qu'il ne connaissait pas gisait immobile, son haume enfoncé par un coup de masse.
Le champ de bataille n'était que confusion et violence, sans rien de la gloire dont parlaient les chansons. Une nouvelle volée de flèches obscurcit le ciel. Guillaume, tirant pour la 4e fois, vit avec horreur sa flèche se planter dans le flanc d'un destrier qui s'effondra, projetant son cavalier au sol. Il n'aurait su dire s'il s'agissait d'un allié ou d'un ennemi. À côté de lui, un archer plus âgé ricanait en décochant flèche après flèche. C'est comme ça que ça se passe, petit. Pas le temps de réfléchir. Tire jusqu'à ce que ton carquois soit vide ou que tes doigts saignent. La bataille dura des heures qui semblèrent une éternité. Progressivement, l'ennemi commença à reculer puis à fuir. Des cris de victoire s'élevèrent des rangs des chevaliers survivants, mais ils sonnaient creux au milieu des gémissements des blessés. Thomas cherchait désespérément son maître parmi les combattants qui regagnaient le campement. Il le trouva enfin, soutenu par 2 hommes d'armes. Son armure était cabossée, son bouclier fendu en 2, et du sang coulait abondamment d'une blessure à la jambe. « Maître !» s'écria Thomas en courant vers lui. Le vieux chevalier leva les yeux, son visage gris de douleur et d'épuisement. « Aide-moi à retirer cette maudite armure, garçon, » grogna-t-il. « Et trouve-moi un chirurgien avant que je ne vide tout mon sang sur cette terre maudite. » Le campement s'était transformé en un immense hôpital de fortune. Des tentes avaient été dressées à la hâte pour accueillir les blessés les plus graves. L'air était empli d'une odeur âcre de sang, de sueur et de chair brûlée. Thomas aida son maître à s'allonger sur une paillasse, puis partit en quête d'un chirurgien. Il en trouva un, les mains déjà rouges jusqu'au coude, en train de cautériser la plaie béante d'un jeune chevalier qui hurlait malgré le morceau de cuir qu'on lui avait donné à mordre. « Un instant, » dit l'homme sans lever les yeux de son travail. « Qu'il attende son tour comme les autres. » Thomas retourna auprès de son maître, impuissant. Le seigneur Gérard, les dents serrées, lui fit signe d'approcher. Dans ma sacoche, de l'eau de vie et des bandages propres. Nous ferons sans eux. Avec des gestes maladroits mais attentifs, Thomas nettoya la plaie profonde qui barrait la cuisse de son maître. La lame ennemie avait traversé le robert à un point faible, là où les mailles s'articulaient. Le sang continuait de couler, mais moins abondamment. « Il faudra recoudre, » murmura Gérard. « Trouve-moi une aiguille et du fil de soie. Demande aux écuyers de Roland. Ils en ont toujours. » Dans une tente voisine, Guillaume, l'archer paysan, assistait impuissant à l'agonie d'un homme de son village, transpercé par une lance. Le chirurgien avait simplement secoué la tête en voyant l'étendue des dégâts. « Donne-lui de l'eau s'il en demande, mais il ne passera pas la nuit, » avait-il dit, avant de passer au blessé suivant. Guillaume tenait la main de son voisin, écoutant ses dernières paroles entrecoupées de râles sanglants, des messages pour sa femme et ses enfants qu'il ne reverrait jamais. La nuit tomba sur le champ de bataille, mais les gémissements des blessés ne cessèrent pas. Thomas, ayant finalement trouvé un chirurgien pour son maître, s'était assoupi d'épuisement contre un arbre. Il fut réveillé par des cris particulièrement déchirants. Non loin, on amputait la jambe d'un chevalier, maintenu de force par 4 hommes tandis que le chirurgien maniait sa scie avec une efficacité terrifiante. Le sang jaillissait par saccades, éclaboussant l'herbe et les assistants. Une fois l'opération terminée, le moignon fut plongé dans de l'huile bouillante pour cautériser les vaisseaux. L'odeur de chair brûlée fit vomir Thomas, qui s'éloigna en titubant. Il retrouva le seigneur Gérard, pâle mais conscient, la jambe solidement bandée. « Nous avons gagné, n'est-ce pas ?» demanda Thomas d'une voix faible. Le vieux chevalier eut un rire sans joie qui se transforma en grimace de douleur. « Gagné ? Peut-être. Nous sommes encore en vie, c'est déjà ça. Mais regarde autour de toi, garçon. Voilà la vérité de la chevalerie que tu admires tant. Pas de gloire, juste du sang et des cris. » Il ferma les yeux, épuisé. « Demain, nous enterrerons nos morts et nous chanterons victoire. Et dans les chansons qu'on composera, tout ceci deviendra héroïque et noble.
mais toi et moi, nous saurons. » Thomas hocha la tête en silence, regardant les étoiles au-dessus du campement. Les mêmes étoiles qu'il avait contemplées la veille, quand il rêvait encore de gloire et d'honneur. Elles semblaient maintenant froides et distantes, témoins impassibles de la souffrance des hommes. Le chemin du retour s'étira sur plusieurs jours, chaque lieu parcouru ravivant les douleurs du seigneur Gérard. Sa jambe mal recousue s'enflammait régulièrement, obligeant la colonne des survivants à ralentir sa progression. Thomas chevauchait à ses côtés, attentif aux moindres signes de faiblesse de son maître, prêt à le soutenir quand la fièvre le faisait vaciller sur sa selle. Les bannières, autrefois fièrement dressées, pendaient maintenant comme des linceuls au-dessus de cette procession de fantômes aux armures cabossées et aux regards éteints. Lorsqu'ils aperçurent enfin les tours de Hautemont se découper sur l'horizon, un murmure parcourut les rangs. Les hommes se redressèrent instinctivement, comme si la proximité du foyer leur commandait de masquer l'étendue de leur souffrance. « Aide-moi à me tenir droit », souffla le seigneur Gérard à Thomas. « Je ne veux pas que ma femme me voie ainsi affaissé sur ma monture. » Les villageois s'étaient massés le long du chemin menant au château. Leurs visages exprimaient un mélange de joie et d'appréhension, leurs yeux scrutant anxieusement les rangs clairsemés pour y reconnaître un père, un fils, un frère. Des cris de soulagement éclataient ici et là, aussitôt suivis par les pleurs désespérés de ceux qui comprenaient que leur attente avait été vaine. Thomas observait ce spectacle avec un sentiment d'étrangeté, comme s'il était devenu étranger à ce monde qu'il avait quitté quelques semaines plus tôt. Dans la cour du château, Dame Isabelle attendait, droite et digne. Son visage de marbre se fissura lorsqu'elle vit son époux descendre péniblement de cheval, révélant sa démarche claudicante et son bras gauche inerte. « Monseigneur » murmura-t-elle en s'approchant, ses yeux trahissant l'horreur qu'elle s'efforçait de contenir. Gérard lui offrit un sourire crispé. « Je suis revenu, madame. D'autres n'ont pas eu cette chance. » Les jours suivants furent difficiles. Thomas observait son maître lutter contre la douleur et l'humiliation. Autrefois figure imposante et respectée, le seigneur Gérard était désormais regardé avec une pitié mal dissimulée. Les enfants du village s'écartaient sur son passage, effrayés par sa démarche traînante et les cicatrices qui déformaient son visage. Même les chiens semblaient percevoir sa faiblesse, ne montrant plus la déférence craintive qu'ils lui témoignaient auparavant. Une nuit, Thomas fut réveillé par des cris déchirants. Il se précipita dans la chambre de son maître pour le trouver en proie à un cauchemar violent, se débattant contre des ennemis invisibles. « Les lances! Attention aux lances !» hurlait-il tandis que Dame Isabelle tentait de le calmer. Ces terreurs nocturnes devinrent régulières, transformant les nuits du château en rappel sinistre des horreurs vécues sur le champ de bataille. À la taverne du village, pourtant, un récit bien différent prenait forme. Le seigneur Roland, fils du comte et seul noble revenu sans blessure grave, racontait la bataille comme une épopée glorieuse. « Vous auriez dû voir le seigneur Gérard chargé au cœur de la mêlée », s'exclamait-il devant une assemblée captivée. Il a terrassé 3 chevaliers ennemis avant de recevoir cette blessure qui l'a rendu plus redoutable encore. Thomas, assis dans un coin sombre, écoutait ces récits avec un mélange de fascination et de dégoût. Il savait que son maître n'avait abattu qu'un seul adversaire avant d'être désarçonné et piétiné. Il savait que sa blessure n'avait rien d'héroïque, qu'elle était le fruit du chaos et de la malchance plutôt que d'un acte de bravoure extraordinaire. Pourtant, les villageois buvaient ces paroles comme un élixir réconfortant, préférant l'illusion dorée à la vérité crue. Un soir, alors que Thomas aidait son maître à retirer son armure pour la nettoyer, Gérard brisa un long silence. « J'ai observé le fils du forgeron, » dit-il en fixant les braises mourantes dans l'âtre. « Il a l'âge que tu avais quand tu es devenu mon écuyer. »« Mathieu » demanda Thomas, surpris. « C'est un garçon robuste, mais
Mais il rêve de chevalerie comme tu en rêvais, l'interrompit Gérard. Je l'ai vu s'exercer avec un bâton derrière la forge, imitant les mouvements des chevaliers. Thomas sentit une étrange appréhension l'envahir. Vous pensez à en faire votre écuyer? Gérard hocha lentement la tête. Je ne peux plus combattre comme avant, mais je peux encore transmettre ce que je sais. Ce garçon a besoin d'un maître, et moi, j'ai besoin de me sentir utile à nouveau. Les semaines suivantes, Mathieu commença son apprentissage. Thomas observait le seigneur Gérard lui enseigner les mêmes techniques, répéter les mêmes conseils qu'il lui avait prodigués des années plus tôt. Il voyait dans les yeux du jeune garçon la même admiration aveugle, la même soif de gloire qu'il avait lui-même ressentie. Une nuit, après une journée d'entraînement particulièrement intense, Thomas trouva Mathieu assis seul près des écuries, contemplant une vieille épée ébréchée. « Est-ce vraiment comme dans les chansons ?» lui demanda le garçon, les yeux brillants d'espoir. « La chevalerie, la bataille, l'honneur. » Thomas hésita longuement, tiraillé entre le désir de protéger l'innocence du garçon et celui de le préparer à la réalité qui l'attendait. « Non » finit-il par répondre doucement. « Ce n'est pas comme dans les chansons. C'est plus dur, plus sale, plus effrayant, mais... » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Mais il y a aussi des moments de véritable courage, des actes de loyauté qui donnent un sens à tout cela. » Le visage de Mathieu s'assombrit brièvement avant de retrouver sa détermination. « Je serai prêt », affirma-t-il avec la conviction de la jeunesse. Thomas sourit tristement, reconnaissant dans cette assurance sa propre naïveté d'autrefois. Le cycle continuait, immuable comme les saisons. De nouveaux jeunes hommes prendraient la place des anciens, porteraient les mêmes armures, prononceraient les mêmes serments et reviendraient, s'ils revenaient, avec les mêmes blessures visibles et invisibles. Au printemps suivant, alors que les premiers messagers annonçaient de nouvelles tensions aux frontières, Thomas observa son maître montrer à Mathieu comment tenir correctement une lance. Dans la cour du château, d'autres chevaliers entraînaient leurs écuyers, perpétuant ce savoir ancien et terrible. La roue tournait, inexorable, emportant dans son mouvement les rêves, le sang et l'honneur de générations de guerriers.